Bonjour à tous. Moi, je suis venu ici pour vous parler de stratégie pour une meilleure accessibilité dans les transports. Et je me dis, naturellement, la notion d'accessibilité est très large, très philosophique. Naturellement, il faut la regarder dans une perspective transport, puis se dire que l'accessibilité, c'est de donner à tous les citoyens, autant faire se peut, la possibilité de se déplacer avec aisance et à faire ses activités le plus facilement possible. Et cela, en dépit de toute limitation ou de toute difficulté, quoi que ce soit. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été développées. On s'aperçoit qu'au Québec et à l'extérieur du Québec, il y a beaucoup de transporteurs qui, par exemple, ont développé des moyens pour rendre le transport plus accessible. Moi, il y en a un qui m'a frappé, dans le bon sens du terme, c'est celui de York, près de Toronto, s'il y en a qui connaissent la ville. York a développé, oui, il y a une université, ont développé un système qu'on appelle le Flexibus, qui permet d'aller chercher des gens dans des quartiers à faible densité avec un minibus ou un taxi. Quoique je préfère le minibus parce que ça coûte moins cher d'exploitation qu'un taxi. Et on amène les gens, peut-être 10-12 personnes, à un terminus tant soit peu important. Et York, c'est quand même un réseau de transport qui est digne de ce nom. C'est pas une petite bénérie, c'est quand même quelque chose d'assez solide. Alors là, au terminus, le passager peut partir et aller faire ses emplettes, aller vaquer à ses occupations diverses. Et au retour, il prend la navette et il retourne chez lui. Alors, ça l'oblige à une correspondance, à un terminus très déterminé, et tout se fait dans l'ordre. C'est des choses aussi qu'on peut voir dans d'autres villes dans le reste du Canada. Ça se voit aussi au Québec. Je pense dans certains conseils intermunicipaux dans la région de Montréal. Ça se fait généralement à l'extérieur des villes densément peuplées. Ça ne se fait pas sur l'île de Montréal comme telle. Ce n'est pas le type de service qu'on va donner. On va donner, à Montréal, on donne la navette or, qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est opéré par la Société de transport de Montréal, qui va aller de résidence de personnes âgées à résidence de personnes âgées pour rejoindre un axe commercial ou encore rejoindre un centre communautaire ou des centres commerciaux ou des épiceries à grande surface. Ce n'est pas nécessairement la trouvaille du siècle. Dans le sens suivant, c'est que ça coûte excessivement cher à opérer. Les coûts d'exploitation de la navette or ont nécessité l'achat de 17 véhicules, en plus d'avoir des chauffeurs qui travaillent à 26 $ de l'heure. Ici, à Québec, on a trouvé pas mal mieux. C'est toujours un plaisir à Québec de trouver quelque chose de mieux qu'à Montréal. On a ce qu'on appelle la navette vers les épiceries, et qui se fait avec des bus scolaires. Très avantageux. Le bus scolaire, vous n'avez pas besoin de le payer, il est déjà payé. Ensuite, après avoir rentré les élèves à l'école, on va à une résidence, on fait la cueillette des passagers et on va à une épicerie ou à un petit centre commercial. Et 2 heures plus tard, on revient à la résidence. Et ensuite, l'autobus scolaire est libéré pour aller chercher d'autres... les questions, ça va être tout à l'heure. Vous parlez de résidence, c'est résidence personnelle... Personnes âgées. Personnes âgées. Oui. Oh. Personnes à domicile. C'est pas une non. personne à domicile. Non. OK, c'est ça la précision que je voulais avoir. Cela étant dit, ça se fait à de nombreux endroits. Mais c'est quand même un progrès. Il faut se dire qu'il y a un potentiel quand même dans la région de Québec de 300 ou 400 autobus scolaires disponibles à l'extérieur des heures de pointe.
Déjà, si on accomplissait, si on peut dire, le transport à partir des résidences vers les épiceries, on aurait tant soit peu un impact économique, ça va de soi, mais aussi on comblerait une sacrée partie des résidences. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être desservi. Je ne prétends pas qu'un système de transport, c'est un système, c'est pas un tapis mur à mur, là. Mais on rejoint quand même une majorité de besoins qu'on n'a pas à l'heure actuelle et qu'on pourrait pouvoir se payer sans avoir à construire de nouveaux garages ou acquérir de nouveaux véhicules. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Également, une chose qui est intéressante, qui est une stratégie intéressante, je sais qu'il y en a qui viennent des régions, et une stratégie qui est intéressante, au CTRP à Portneuf, on offre des places libres à des gens. Ça peut être des personnes aînées, ça peut être aussi des personnes qui ne le sont pas, mais des fois dans les bus scolaires qui descendent à Québec, qui partent de Saint-Raymond ou de d'autres villes de Portneuf, bien, il reste des fois 10-15 places. Mais pourquoi pas les utiliser? Ça se fait, ça. Ça pourrait se faire à partir de Saint-Apollinaire. J'ai vu qu'il y avait des besoins à ce niveau-là. Ça peut se faire à partir de la Beauce aussi. C'est des stratégies qu'on pourrait utiliser et qui ne coûtent pas cher, mais il s'agit de s'informer. Il y a un manque peut-être de concertation dans les milieux entre les commissions scolaires, la MRC et les groupes communautaires. Peut-être que si les gens se parlaient un peu plus, à ce moment-là, on pourrait organiser des petites stratégies de transport et utiliser le véhicule pour un certain nombre d'heures. Parfois même, on n'aurait même pas besoin d'en acheter un supplémentaire. Il y a également aussi, je dirais, une manière de voyager qu'on se doit de réapprendre. Pour la plupart des gens, j'ai remarqué que, naturellement, bon, tout le monde arrive à 50, 60, 65 ans. On a élevé notre famille, on les a vus grandir dans la plupart des cas. Tout a été axé sur l'automobile. Ça se comprend. Je n'ai rien contre ça. Mais il vient qu'à un moment donné où on s'aperçoit qu'avoir parfois 2 automobiles, quand on est tous les 2 à la retraite, bien, ça occasionne des coûts. Et puis, quand vous faites peut-être 6-7 000 km par année, je me dis, peut-être le plus bel investissement, c'est une calculatrice à 12,95 $ pour mettre les colonnes de chiffres d'un bord puis de l'autre, puis de faire la somme des deux à la fin. Parce que quand vous utilisez le transport en commun, avec votre laissez-passer mensuel à 79 $, je prends celui-là régulier, celui pour aînés est beaucoup plus modique, à peu près la moitié, et que vous multipliez par 12, ça fait à peu près 900 $. Vous utilisez peut-être soit comme une auto, ou des fois, ça peut être aussi louer une voiture pour des voyages. Ça se fait aussi. Ça va peut-être vous coûter 3 000 $ par année pour vos dépenses en transport. Alors que immobiliser sur une automobile, c'est quand même un montant qui est assez élevé. Et il y a une chose que les gens ne calculent pas, c'est la dépréciation du véhicule. La dépréciation, c'est à peu près la dépense la plus importante. Si vous avez acheté un véhicule à 20 000 $, au bout de 3 ans, vous le vendrez peut-être 13 000 $. Le 7 000 $, là, c'est un gap qu'on appelle en bon français. Ça, c'est un montant que vous avez perdu sans vous en apercevoir. Et du moment que vous avez mis la voiture sur la route, bien, vous l'avez dévaluée. Elle n'est plus neuve, la voiture. Donc, à ce moment-là, vous avez perdu de l'argent jeté par les fenêtres. C'est une dépense, une voiture. La seule chose qui vous enrichit, c'est une maison parce que c'est un investissement. Mais une voiture, c'est une dépense, sauf si vous travaillez avec et que vous pouvez la déduire d'impôts. En part de ça, si elle ne vous sert pas à faire rentrer de l'argent,
c'est une dépense claire et nette. Mais en utilisant l'autopartage, en utilisant le transport en commun, en utilisant adéquatement les voitures louées, vous pouvez avoir un budget de transport qui va vous permettre d'économiser parfois 5 000 à 6 000 par année. Calculez ça sur 10 ans, vous allez voir que c'est pas mal d'argent que vous pouvez mettre dans vos rires ou dans des placements qui sont quand même intéressants. Je vois ça dans une globalité, moi, le transport. Je me dis, à quelque part, c'est quelque chose d'économique aussi sur le plan individuel. Ce n'est pas uniquement collectif. C'est quelque chose qui peut nous rapporter en tant qu'individu. Et si les individus sont tous plus riches, bien, c'est clair que la société va l'être. C'est comme ça que je le vois. D'autre part, je regarde le transport dans certains endroits comme, il y a des endroits comme Vancouver où on réussit à faire un transport pour personnes aînées et transport aussi pour personnes à mobilité réduite, là, dans le même véhicule, mais ça prend une sacrée densité de population pour avoir un horaire, comme on dit, cadencé, là, à peu près à tous les 15, tous les 30 minutes. Même à Montréal, on n'a pas beaucoup de lignes qui sont dédiées au transport, dit accessible, entre guillemets, parce que c'est jamais accessible à 100 % là, mais je pense que c'est la ligne 27 puis 427 là, sur Saint-Joseph. Ici, à Québec, on a les métrobus 800, 801, 802. Le 803, il ne l'est pas à l'heure actuelle, mais c'est une question aussi de technique. Il faut avoir un véhicule dont le plancher va basculer. À l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment de véhicules qui les ont. Ça va arriver. Il faut dire également que le but premier, il y a des étapes là-dedans. La première étape, en 1996, ça a été d'avoir des planchers surbaissés. Ensuite, la deuxième étape, ça sera peut-être de pouvoir avoir une flotte suffisamment complète pour pouvoir avoir des véhicules qui peuvent avoir des fauteuils roulants, avoir, entre autres, aussi des personnes qui ont d'autres appareils, des appareils permettant la mobilité. Déjà, de permettre des strapontins qui sont repliables, et ça a été un avantage. C'est sûr que de baisser le plancher des véhicules, ça a permis à bien des gens d'emprunter l'autobus aussi. Quoique ça oblige le transporteur à avoir une flotte beaucoup plus importante. On calcule que les autobus à plancher surabaissé ont obligé les transporteurs à avoir 15 % plus de véhicules dans leur flotte sans augmenter d'1 heure leur offre de service sur une base annuelle. Et ça, la prospective a été faite en 1999 et on s'est aperçu aujourd'hui que c'est plus que ça. Naturellement, il y a un coût à ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir. C'est quand même la voie de l'avenir parce que, veut pas, on regarde, je me plaisais à regarder cette semaine les échelles démographiques dans les différents pays industrialisés. Et puis, je vais vous dire bien franchement que c'est bien différent que dans les années 1950-60. On s'en va vers une société qui est de plus en plus âgée. Il faut avoir, je dirais, l'honnêteté de le dire. La moyenne d'âge en 1961 au Canada était de 24 ans, puis là, elle est rendue à 39 ans. C'est quand même 15 ans de plus. Statistiquement, ça paraît, ça. Alors, quand je regarde ça, je me dis, il faut penser que dans l'avenir, on se doit d'avoir des solutions proactives. Et la solution la plus proactive, c'est d'avoir plus de voies réservées également, parce que, étant donné qu'on aura
On aura un transport, veut pas un petit peu plus lent, parce que transporter des personnes à mobilité réduite, parfois, on va arrêter plus longtemps aux arrêts. Si on arrête 10 secondes de plus à chaque arrêt, ça coûte à peu près 200 000 $ de plus au bout de la ligne pour opérer un parcours, 200 000 à 300 000 $. Ça dépend du parcours. Vous savez qu'il y a un coût d'opération. À la minute, sur le métrobus, là, si vous me demandez de le retarder de 2 minutes, ça me coûte à peu près 200 000 $ d'une claque. C'est pas des blagues, là. Alors, faut penser en fonction de ça. C'est pour ça que implanter des voies réservées, ça s'inscrit aussi dans la mobilité. C'est beaucoup plus rentable à installer qu'un système léger sur rail et c'est beaucoup plus rapide dans la mesure où vous pouvez, s'il y a une intervention policière, un feu, une difficulté quelconque, vous pouvez toujours contourner, là. Votre système léger sur rail, il n'y a aucune utilité là-dedans. Lorsque la rail est bloquée, on arrête le parcours là. Ça, c'est jamais dit, ça, cette chose-là, mais il faut l'arrêter. En plus que c'est très beau des rails dans le ciel. Vous demanderez à des gens là, qui sont dans certaines villes, ils ne parlent pas trop des rails, mais ce n'est pas nécessairement ce qui est plus esthétique puis ce qui est plus environnemental au niveau visuel. Cela étant dit, il faut penser à un avenir où on pourra avoir des solutions économiques, des solutions où on pourra transporter nos gens en fiabilité, avec sécurité, donner un service modique, fiable, ponctuel, pas quelque chose où le service est un petit peu à la va comme je te pousse, mais quelque chose de très réglé au métronome. Il y a certaines sociétés de transport qui donnent des ponctualités de 98 %. Ça veut dire qu'il y a 2 % des véhicules sur le réseau qui ont un retard, puis 98 % qui sont à l'heure. C'est pas partout comme ça, mais ça veut dire qu'il y a possibilité de le faire, même avec les systèmes actuels, puis encore plus avec les systèmes comme les systèmes d'aide à l'exploitation qu'on est en train de développer et qui, sur le plan électronique, vous permettent de savoir à peu près à 100 mètres près où se trouve un véhicule sur le réseau. Alors, vous pouvez, en toute quiétude, pouvoir prendre votre véhicule, pouvoir partir d'un point A à un point B et vous allez faire vos commissions sans difficulté. Et puis, je dirais aussi, peut-être pour conclure, enlever un peu de préjugés sur le transport en commun, parce que c'est peut-être plus rapide qu'on pense. Quand c'est bien utilisé, quand c'est bien coordonné, je peux vous dire que c'est le transport de l'avenir. Merci. Maintenant, je prendrai des questions.